Voilà, nous sommes avec notre consultant du jour, Monsieur Delors Inabo. On parlera aujourd'hui de l'éditeur musical pour approfondir toutes nos connaissances sur ce sujet. Il est dans ce studio. Bonjour Delors Inabo. Bonjour, bonjour Alex. Inabo. Bienvenue. Merci. On a entamé l'année ensemble, donc oui, on s'est déjà souhaité les vœux et on espère que Dieu les agréera. Alors, c'est quoi un éditeur musical d'entrée de jeu et pourquoi pas faire la nuance entre un éditeur musical et un éditeur dans l'univers littéraire comme on a tendance à entendre avoir? D'accord. Alors, déjà, pour parler de l'éditeur musical, je vais me permettre, avec votre permission, de fixer le cadre dans lequel ce corps de métier-là prend forme. Tout à fait. Alors, vous voyez, l'éditeur musical est le partenaire privilégié des auteurs-compositeurs. Je ne dis pas des artistes, je dis des auteurs-compositeurs. Pourquoi je fais cette précision? L'auteur, c'est celui qui crée les paroles de la chanson. Le compositeur, c'est celui qui crée les notes de la mélodie, de la musique. Alors, à l'origine, il faudra comprendre qu'il y a une différence entre l'auteur-compositeur, qui a un corps de métier, et l'artiste-interprète, qui est lui aussi un corps de métier différent. Même si il est possible de trouver dans l'industrie l'industrie musicale des acteurs qui revêtent les deux casquettes, c'est-à-dire des artistes-interprètes qui eux-mêmes sont auteurs-compositeurs de leurs propres chansons. Donc, à la base, il y avait l'auteur, le compositeur et l'artiste-interprète. L'auteur et le compositeur sont les propriétaires de la chanson, l'un pour le texte et l'autre pour la musique. De ce point de vue, vu qu'ils sont propriétaires, ils vivent de leur création à partir de ce qu'on appelle les droits d'auteur, puisqu'ils sont propriétaires tout naturellement. À côté de cela, l'artiste-interprète qui vient donner corps, qui vient donner forme en interprétant ce qui a été créé par l'auteur et le compositeur, lui aussi bénéficie de quelque chose qu'on appelle, ou du moins qui ressort de la famille de ce qu'on appelle les droits voisins. Donc, d'un côté, l'auteur-compositeur vit de droits d'auteur et celui qui interprète vit des droits voisins. À quel moment est-ce que l'éditeur apparaît dans tout ça? L'éditeur, je l'ai dit d'entrée de jeu, est le partenaire privilégié de l'auteur-compositeur. Vu que l'auteur et le compositeur vivent essentiellement de droits d'auteur, plus leurs créations seront jouées, plus ils gagneront de l'argent. L'éditeur, c'est donc celui qui a pour mission, de trouver un interprète de taille et de grande notoriété, de sorte que si ce dernier interprète la création de l'auteur et du compositeur, vu la notoriété que prendra la chanson et ses grandes rotations dans les médias, il va alors avoir une génération plus importante de gains en termes de droits d'auteur. C'est donc celui qui est chargé de trouver des débouchés rentables aux œuvres créées par l'auteur et le compositeur. Okay. Déjà, merci en entrée de jeu. Vous nous donnez toutes ces précisions-là pour vraiment nous éclairer sur qui est l'auditeur, l'éditeur, et puis l'auteur, le compositeur et aussi l'interprète. Madame, tout de suite, avec votre permission, oui. pour lever, j'ai envie de dire, le voile sur la question subséquente qu'a posée Alix, à savoir la distinction avec l'éditeur littéraire, il faut savoir que c'est deux mots homonymes, mais carrément de faux amis. L'éditeur littéraire, lui, il a pour mission j'ai envie de dire, de travailler à la reprographie du livre. Voilà, il faut imprimer le livre et celui qui imprime doit avoir une autorisation d'imprimer. C'est lui l'éditeur. C'est le cadre où se situent les maisons d'édition. Voilà, donc quand on parle d'éditeur d'œuvres littéraires, c'est juste dans ce contexte-là. Pour imprimer, il faut avoir le droit de le faire. Et les éditeurs ont ce droit-là. Donc quand je finis d'écrire mon livre, je vais voir un éditeur littéraire et il procède à l'impression de mon livre. OK. Voilà. Alors, merci pour cette précision encore qui est de taille. Quel cursus de formation, par exemple, pour l'éditeur? Comment est-ce qu'on devient éditeur? Y a-t-il un chemin bien précis pour l'être? En toute chose, il y a un minimum de formation qu'il faut acquérir. Je le répète toujours, la formation, la formation, la formation. Vous voyez? Alors, quand vous prenez une chanson comme d'habitude,
Comme d'habitude, ce n'est pas la chanson comment il s'appelle? Sardou? Ce n'est pas la chanson de Sardou. Elle a été écrite par quelqu'un. La musique a été composée par quelqu'un d'autre. Et elle a été interprétée au total 30 fois par différents artistes, dont l'un des plus connus est Michel Sardou. Alors, l'impact de ce que je disais, c'est que le bon éditeur, c'est celui qui travaillera à inciter les grands interprètes à reprendre, ou du moins à faire leur version de la chanson qui a été créée par l'auteur et la musique par le compositeur dont on a parlé. Parce que plus c'est repris, plus ça génère des droits d'auteur. Et qui dit droit d'auteur dit gain pour l'éditeur. Vous comprenez? Parce que lui, il se fait payer en pourcentage sur les droits d'auteur. C'est la même chose que pour la chanson Guantanamera. On ne sait même plus combien de fois elle a été chantée et reprise aujourd'hui. Mais il faut retenir qu'à chaque fois qu'elle est chantée et reprise, c'est l'auteur et le compositeur du départ. Peu importe les modifications que vous pouvez faire intervenir dans votre reprise, la chanson reste appartenir à un auteur et à un compositeur. Et c'est eux qui continuent de percevoir les droits d'auteur sur la chanson. Vous ne percevez que des droits voisins en votre qualité d'interprète. Et du coup, pour rester sur la même veine, hein, dans le listing des tâches de l'éditeur, quelles sont ses missions, ses rôles? Alors, ces missions ont évolué à travers le temps. Initialement, au tout début, quand ce corps de métier a été créé, les auteurs et les compositeurs n'étaient pas des gens célèbres. Ils avaient du talent, mais on ne les connaissait pas. Donc, ils vont voir un éditeur pour dire, voilà ce que nous avons créé, trouve-nous le moyen d'en vivre en dénichant des interprètes de grande notoriété. Voilà comment des gars comme Jean-Jacques Goldman, et Garou et autres sont aujourd'hui devenus des icônes indétrônables. Ils ont commencé d'abord comme auteurs, compositeurs. Et ils se sont fait interpréter par de grandes célébrités. Vous allez voir qu'aujourd'hui, eux-mêmes sont venus à la chanson, mais ça n'a pas le même impact que quand ils composent pour d'autres personnes. Donc, au départ, c'était ça, trouver des interprètes. Mais maintenant, l'industrie a tellement migré vers une espèce de sophistication que les artistes interprètes composent de plus en plus eux-mêmes leurs paroles et leur musique. Vous voyez de plus en plus d'artistes qui interprètent, qui deviennent arrangeurs et compositeurs. Donc, ils revêtent à la fois cette double casquette, ce qui met le métier d'éditeur en difficulté dans son sens premier. Alors, au regard de cela, ce métier-là a migré parce qu'aujourd'hui, l'industrie de l'audiovisuel a elle aussi migré. Il n'est plus essentiellement question pour l'éditeur de chercher des personnes pour interpréter des chansons composées. Mais il faut aujourd'hui passer à autre chose. Quand on crée les jeux vidéo, par exemple, les musiques qui sont à l'intérieur, c'est des gens qui les composent. Donc l'éditeur a là une nouvelle niche où il peut travailler. Quand Netflix, par exemple, doit faire sortir une nouvelle série et qu'il veut travailler totalement dans l'inédit, il a besoin de musique, de paroles, de composition. L'éditeur peut apporter des œuvres qui sont dans son catalogue. Concevez donc l'éditeur comme quelqu'un qui est assis dans son entreprise et des créateurs viennent s'inscrire à son catalogue et lui apporter des œuvres. Et lui, il va démarcher pour trouver des voies et moyens pour rentabiliser les dites œuvres, voilà, sur le marché de choses. Donc, de plus en plus, vous verrez les éditeurs s'inscrire dans ces canaux-là. Trouver par exemple, des émissions comme The Voice. Vous ne vous êtes jamais posé la question sur quoi est-ce qu'on se fonde pour choisir les chansons à interpréter? Derrière, il y a de puissants éditeurs qui font un gros lobbying pour qu'on choisisse des chansons de leur catalogue. Parce que tant que ça joue, ils perçoivent des droits. Bien sûr. Donc, on voit aisément comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent, ces éditeurs-là. Alors, vous avez évoqué des artistes tout à l'heure comme Jean-Jacques Goldman ou même comme Garou, qui ont travaillé avec aussi d'autres artistes, hein, comme Céline Dion, qui ont eu à écrire des chansons. Alors, pour un artiste, à quelle étape de la carrière est-il conseillé d'avoir recours à un éditeur, par exemple? Déjà, si étape il y a. Hein? Oui, mais bien sûr, la question est très pertinente, d'autant plus qu'elle va nous ouvrir les yeux sur quelque chose qui se passe ici. En Afrique, on a longtemps pensé qu'être artiste et interpréter des chansons composées par d'autres personnes nous mettait dans une sous-position, c'est-à-dire dans la position de quelqu'un qui n'est pas créatif, pertinent, efficient, vous voyez. Mais ça n'a rien à voir. L'artiste interprète, comme son nom l'indique, est censé interpréter. Il ne faut pas se gêner pour recourir à des compositeurs de textes et de musique. Donc, à tout moment, peu importe son niveau, un artiste devrait
pouvoir recourir au service d'un éditeur afin d'obtenir des choses à interpréter et des choses de qualité. L'éditeur, justement, son rôle, c'est de mettre dans son catalogue des œuvres riches qu'il sent. Vous comprenez? Alors, si aujourd'hui je suis artiste, je ne devrais pas me gêner de solliciter les services d'un éditeur pour avoir de quoi chanter. Parce que quand vous prenez Lara Fabian, quand vous prenez, comment elle s'appelle, celle dont vous venez de dire, Céline Dion, et tous ces grands noms, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent d'interpréter des chansons et des musiques qui sont créées par... Alors, Inabo Delors, peut-être que là aussi, le problème ne se situe pas forcément à la gêne, mais à la pas du gain. Parce qu'on se dit, si je campe tous ces rôles-là dans la chaîne de valeur, je réussis quand même à me faire beaucoup plus d'argent. Mais les exemples que vous venez de nous donner, en même temps, nous emmènent dans un autre, on va dire, regard qui fait que ça peut marcher quand on prend attache avec un éditeur. Du coup, quoi privilégier ? Ben, il faut privilégier les choses dans leur rôle. C'est tout ce que je peux dire sur cette question. Parce que c'est vrai, on peut être tenté de vouloir gagner beaucoup. Mais comme je le dis toujours, la musique n'a pas pour dénominateur principal le gain. La musique, c'est le partage. Il faut bien en vivre. Mais on en vit forcément. Aujourd'hui, qui valablement peut regretter la carrière qu'une dame comme Céline Dion a eue? C'est un nom qu'on répète, mais il n'y a pas qu'elle seule. Hein. Il y a de nombreux, mais vraiment de nombreux... Voilà, il y a de nombreux artistes. Et quand vous prenez aux États-Unis, merci, même Michael Jackson, aussi bien les musiques que les paroles, il les prend chez des professionnels de la composition. Vous comprenez? L'exemple nous a démontré qu'on ne perd rien à faire recours à des professionnels en la matière. Quand on est très bon interprète, on n'est pas toujours très bon compositeur. Maintenant, mettons la balance en face de nous. Ceux qui ont fait appel à des auteurs-compositeurs et qui sont venus interpréter les chansons, et ceux qui ont voulu tout créer par eux-mêmes, au niveau des grands succès planétaires, nous voyons qu'il n'y a même pas match. Les auteurs-compositeurs qui ont donné leurs œuvres à des artistes-interprètes ont fait plus de succès. Maintenant, il va vivre de droits voisins, c'est vrai, mais ce n'est pas sa seule source principale de revenus. Parce qu'au niveau des cachets et des tournées, vous savez qu'il y a des artistes qui ne voient même pas leurs parents, surtout aux États-Unis. À force de tourner, du 1er janvier au 1er janvier, ils sont en train de tourner partout dans le monde. C'est vrai qu'en tournant comme ça, l'auteur et le compositeur vont bien vivre, mais lui ne va pas rester en reste parce que c'est des cachets énormes à hauteur de centaines de millions qui se promènent dans les dispatchings de cette tournée-là. OK, alors, Delors Inabo, c'est vrai qu'on prend l'exemple très loin de nous. Venons en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce système, est-ce que ça marche chez nous? Est-ce qu'il y a des artistes ivoiriens qui ont recours à des éditeurs? Comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire? Oui, il y en a plein. Je sais, par exemple, que le jeune homme comment il s'appelle, de Tour de Garde, ils sont deux. James et Arthur. Voilà, l'autre qui s'appelle Toura, c'est ça? C'est Arthur. Voilà, Arthur, voilà. Ce jeune homme-là, c'est un très bon compositeur. Voilà, je le sais parce que dans le milieu, il fait beaucoup, mais énormément de compositions pour des chansons qui marchent. Vous voyez, je ne vais pas citer de nom parce qu'on a encore des problèmes de honte à avouer publiquement que... Mais regardez José, elle a chanté tout dernièrement une chanson en langue malinké. Nanyuma. Voilà. Cette chanson-là, est-ce que vous avez vu le respect avec lequel elle a été accueillie, cette chanson? Vous allez prendre des avis uniformes sur les retours que vous allez observer. Tout le monde dira de façon unanime que c'est l'une de ses plus belles performances. Le texte ne lui appartient pas, la musique non plus. Par contre, quand José fait ses propres compositions, tout le monde dit on reconnaît du José, on reconnaît du José. Ça, c'est un indicateur pour attirer l'attention de l'artiste sur le fait qu'il pourrait y avoir une bonne voie de sortie en faisant appel à des compositeurs et auteurs extérieurs. Mais Delors Inabo, le problème peut être aussi du côté de l'artiste qui lorsqu'il va dans des interviews et tout, ne dit pas qu'il a eu recours à un éditeur. Il dit par exemple que c'est lui qui a composé cette chanson, c'est lui qui a été Effectivement, les gens n'en parlent même pas. Les gens ne parlent pas des éditeurs et des auteurs et compositeurs avec lesquels ces derniers... Est-ce qu'on devrait parler justement des auteurs, éditeurs et compositeurs? D'autant plus qu'il n'y a même pas de honte à cela.
En fait, ça ne relève pas forcément du business, de la paperasse, mais tout ce qui est de la scène, c'est plus l'artiste qui se met en avant. Oui, mais de toute façon, qui se gêne aujourd'hui quand il est arrangé par Bébé Philippe ou bien Momo Wang de dire « mon arrangeur c'était tant ». De toute façon, ces arrangeurs-là signent toutes les chansons qu'ils font. Il n'y a plus de honte à collaborer avec chose parce que dans la chaîne, on ne peut pas occuper tous les maillons. Et puis, c'est un honneur de dire que cette chanson-là, elle a été écrite par tel ou tel quand le talent de ce dernier est reconnu. Mais si vous n'en parlez pas, vous mettez ce gars-là sous l'éteignoir et le corps de métier a du mal à prendre forme. Vous comprenez? Alors, ici, sur ce plateau, à plusieurs reprises, vous nous avez parlé un peu d'une certaine linéarité des sonorités et des styles. Du coup, comment choisir son éditeur pour ne pas forcément ressembler à tout le monde, pour avoir sa Alors, patte? c'est une très bonne question. Et je l'aime dans la mesure où, comme j'ai dit, l'éditeur a un catalogue. C'est-à-dire que plusieurs créateurs, plusieurs auteurs, compositeurs viennent à lui pour lui soumettre des œuvres, avec qui il est en contrat, viennent à lui pour lui soumettre des œuvres. Si, en tant qu'artiste, j'ai un éditeur et que je veux sortir un album, avec sa fibre artistique et son oreille développée, il saura comment est-ce que donner une coloration variée à mon album en choisissant dans son catalogue, justement, des instruments de couleurs diversifiés. Mais quand je ne m'intéresse pas à l'éditeur qui a un riche catalogue d'auteurs et de compositeurs et que je vais voir directement un arrangeur, mais on ressent tout de suite sa signature. Tous ceux qui sont arrangés par Serge Beno, on reconnaît tout de suite parce qu'on a l'impression d'écouter Serge Beno. Pareil pour tous les autres qui sont arrangés par... Tu prends David Dairo, tu le reconnais à sa signature. Kakou Honoré, tu le reconnais à sa... Et le drame dans lequel on est, c'est qu'on va faire un album en confiant tout l'album à un arrangeur ou bien à deux. Le pire, c'est que quand quelqu'un comme Serge Beno va chercher un autre arrangeur pour l'arranger, ce dernier vient faire du Serge Beno. Il se dit, comme c'est Serge Beno, voici son genre de musique. On reste en canevas. Voici le plus grand danger, dire son genre de musique et exécuter. Non, un artiste n'a pas de genre. L'artiste, justement, devrait se fier au service d'un éditeur afin que celui-ci apporte, en regardant dans son répertoire, voilà, apporte le maximum d'éléments divers pour lui donner une coloration variée. Alors, vous allez peut-être apporter plus de précision à ce que vous êtes en train de dire là, en vous demandant, par exemple, quel est l'avantage pour un artiste d'avoir un éditeur plutôt qu'un manager ou même une maison de disques? De toute façon, il doit avoir tout cela. Oui. Il doit avoir un manager parce que c'est le manager qui le vend. C'est le manager qui vend l'artiste. OK? L'éditeur, il n'est pas là pour vendre l'artiste. Il est là pour vendre les produits de son catalogue, c'est-à-dire les auteurs et les compositeurs qui sont venus signer chez lui, qui sont venus lui dire « voici des œuvres, trouve des artistes pour chanter ». Le rôle de l'éditeur, c'est de vendre ceux-là. Le manager, son rôle, c'est de vendre son artiste, lui trouver de plus en plus de débouchés pour qu'il puisse vivre de son art. La maison de disques, elle va servir tout simplement à produire l'artiste. Donc, chacun est bien à sa place. Il ne faut pas se contenter d'avoir juste un manager et une maison de disques au détriment d'un éditeur en se disant que, bon, moi-même, je peux faire mes propres compositions, moi-même, je peux faire ma propre musique. Ça va sentir l'ennui. Ça va sentir la monotonie. Voilà comment tu peux écouter Michel Sardou qui te sort un double coffret, par exemple, de 25 titres. Et puis, dans chaque chanson, il y a une sensibilité différente. Et elle traverse le temps, elle pèse les mémoires, elle s'éternise dans l'esprit des gens. Vous comprenez? C'est ça. Parce qu'il y a différents esprits qui se sont, j'ai envie de dire, entremêlés, voilà, dans les différentes compositions de l'artiste. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il faut travailler avec des éditeurs. Du coup, est-ce que le métier d'éditeur ici en Côte d'Ivoire est vraiment vulgarisé? Et puis pour les téléspectateurs ou toute personne qui se sentirait peut-être l'âme et la sensibilité de dénicher des paroliers ou des compositeurs, est-ce qu'ils pourraient s'organiser une grande industrie de l'édition musicale? Malheureusement, ce secteur n'est pas connu. Et puis, je vous assure, ce que nous disons ce matin, je vous assure qu'il y a même des artistes professionnels confirmés qui l'ignorent, qui découvrent probablement avec vous ce que je suis en train de dire. Il existe des éditeurs qui pourraient avoir des catalogues fournis desquels on pourrait tirer des choses à interpréter. Ils ne le savent pas. Et puis, j'ai aussi eu affaire à de plus en plus de gens qui me disent « Monsieur Inabo, j'ai des textes, je pense que je sais écrire, mais je cherche quelqu'un qui va chanter mes chansons. Est-ce que... » En fait, eux-mêmes, ils s'imaginent que c'est un don inné, bizarre, qu'on ne connaît nulle part qu'ils ont eu. Pourtant, c'est un
corps de métier. C'est un corps de métier en tant que tel. Il faut proposer vos chansons aux artistes. Voilà. Maintenant, c'est vrai que derrière, il faut s'organiser parce qu'un éditeur, c'est avant tout un professionnel qui est constitué en entreprise légalement, voilà, formé chez qui de droit, etc. Donc, mais justement, qui de droit, c'est qui? Parce que pour des personnes qui voudraient... oui, déjà, pour créer une entreprise, il faut aller au CPC, tout naturellement à la base. Une fois que tu finis de créer ton entreprise au CPC, tu peux procéder par les formalités de publicité et autres pour te faire connaître. Mais je veux dire, moi, si j'étais artiste, je ferais plus confiance à quelqu'un qui est normalement constitué avec beaucoup de formalisme, plutôt qu'à un gars que je rencontre au feu qui me dit « j'ai une chanson, est-ce que tu peux la chanter pour moi ?» Est-ce que souvent, ce n'est pas peut-être le manque de moyens qui fait que... Ouvrir une entreprise de 15 000. Non, pas forcément l'entreprise, concernant même l'éditeur et tout. Peut-être on a envie de s'auto-éditer. Les gens ont peur, tu vois, les gens ont peur, ils ne connaissent pas tout ça, ils s'imaginent que c'est énormément de moyens et de choses. On n'a pas à payer des centaines de millions de francs à quelqu'un qui a écrit une chanson. Il a écrit la chanson, il va vivre de ses droits d'auteur, parce qu'il sera déclaré au Burida comme auteur de la chanson. Et il sera payé là-bas. Plus la chanson fait de grosses rotations, plus il perçoit de gros sous. Et cela dénote même du sérieux de l'organisation qu'on main pour pouvoir se mettre en avant et vraiment bien exercer son métier. Merci infiniment, Inabo Delors, d'être resté en notre compagnie pour épiloguer sur ce sujet. Là, comme vous le disiez tantôt, c'est sûr que plusieurs personnes en ont